Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Didier Gauzoin. Bonjour. Bonjour. Ministre bruxellois défi en affaires courantes. Absolument. Donc, plus pour longtemps. 2 jours. S'il y a un gouvernement, parce qu'aujourd'hui, on a cru quand même que c'était pas évident. Oh. C'est une crisette ou pas de crise? Crisette, du chaud, d'espèce de prurite du MR, d'essayer d'en être envers et contre tout, malgré les négociations qui ont été menées. Donc tout ça, ça n'a pas beaucoup de conséquences. Non. Mais vous vous doutiez dès le début que de toute façon, l'Open VLD n'irait pas jusqu'au bout? Non, je pense que l'Open VLD est évidemment mal pris par rapport à son aile francophone, mais c'est surtout la pression du MR qui est un peu inconvenante. Si le MR voulait en être, il aurait dû en être dès le départ, au regard de ses scores et au regard aussi des convergences qu'il pouvait avoir. Mais jusqu'à présent, il n'a pas arrêté de dire qu'il n'avait aucune convergence avec celles et ceux qui étaient en position de négociation. Donc aujourd'hui, c'est vraiment pousser là que je m'y mette. Mon objectif, c'était au pouvoir à tout prix. Et alors, est-ce qu'il y avait un véritable préaccord entre PS, Écolo et Défi? Non, il n'y avait aucun préaccord. Et on le voit d'ailleurs, les élections ont rebattu les cartes. Pour Défi, nous aurions souhaité un score différent, peut-être un peu plus préférable. Et donc non, il n'y avait aucun préaccord. Alors, des négociations qui durent un peu plus longtemps que prévu, vous avez déjà vu ça, c'est pas... Ouais. C'est normal finalement. Tout à fait, il y a 5 ans, c'est à peu près dans les mêmes dates que je me suis installé, pour la dernière fois d'ailleurs, comme ministre. Oui. Alors justement, vous dites plus que 2 jours, et s'il y a encore du monde dans le cabinet Gauzoin pour l'instant? Nous assumons bien entendu les fins de fonction, il y a encore du courrier à signer, nous devons mettre en ordre le cabinet pour le successeur, faire l'inventaire du matériel, vérifier que tout est en ordre. Je tiens à beaucoup de rigueur en ce qui me concerne et donc je laisserai des locaux nets, clairs, précis, sans couac. Alors justement, il y a une question dont on a parlé ces derniers jours à propos de votre département, formation, emploi, économie. C'est de voir, est-ce qu'il faut le garder tel quel, unique, ou bien est-ce qu'il faut le couper en petits morceaux, le couper serait une imbécilité politique. J'espère que les négociateurs n'iront pas vers cette affreuse logique. L'économie et l'emploi, ça a du sens. L'emploi et la formation, ça a du sens. Dissocier tout cela, c'est entrer dans des jeux politiques que je n'approuverai pas. Et donc, il ne faut pas, en politique, essayer de regarder les influences que l'on peut avoir. Et je comprends que certains partis veuillent cela, mais il ne faut pas faire cela. Il ne faut pas regarder les influences que je peux avoir, il faut regarder quelle bonne politique je peux mener. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que le secteur de l'emploi, de l'économie et de la formation ont bien fonctionné pendant 5 ans. Il y a une cohérence, il y a une politique qui est mise en place. Que diable, ne la détricotons pas. Alors on a parfois un peu l'impression, au vu de l'extérieur, que Vervoort 3 va très fort ressembler à Vervoort 2. On ne voit pas de grosses différences entre les 2 gouvernements. Bien sûr, parce que nous avons lancé toute une série de choses en termes de mobilité, par exemple. On parle aujourd'hui des zones 30, mais on le découvre, c'est déjà dans le plan mobilité. On découvre en matière d'emploi que l'on veut élargir la garantie jeune. C'est déjà dans le contrat de gestion que j'ai signé. Rien neuf, finalement. Mais parce que la politique, c'est rien de neuf. Il ne faut pas rêver. Nos marges de manœuvre sont très étroites et le train, il est lancé. Aujourd'hui, il y a quelque chose de positif qui a été mis en place il y a 5 ans par l'actuelle majorité. Et donc, il n'y a pas de raison de tout chambouler. Ce serait une erreur de tout chambouler. Et d'ailleurs, nous n'avons pas les marges de manœuvre financières pour croire qu'on peut tout chambouler. Mais Écolo aime bien parler d'éléments basculants. Alors le métro, on a cru qu'ils allaient bloquer le métro et finalement on bloque pas le métro. Vous savez, ce sont des langages, des positionnements avant les élections. Aujourd'hui, logiquement, la raison doit revenir à sa place. Alors vous connaissez bien évidemment ces mécaniques de négociation. Qu'est-ce qui se passe vraiment? On parle toujours de Sherpas et de négociateurs. C'est quoi la différence? Qui sont ces Sherpas?
Vous avez bien entendu des collaborateurs qui préparent le terrain. Mon cabinet, moi-même, nous y avons participé à préparer les textes, essayer de créer les convergences. Et puis il y a les négociateurs qui, eux, vont trancher par rapport à des points plus difficiles, plus délicats. C'est le rôle des négociateurs. J'y ai participé à peu près à 4, 5 ou 6 reprises. Et alors on parle d'éléments entre brackets, donc entre crochets. C'est quoi ces fameux éléments entre crochets? C'est lorsque les Sherpas n'arrivent pas à un accord, parce qu'ils n'ont pas reçu le mandat de leur négociateur, ils mettent entre parenthèses, c'est ça, entre parenthèses, certains sujets qui sont alors tranchés par les négociateurs. Oui, dans une sorte de séance plénière. Voilà, c'est ce qui se fait actuellement. Oui. Et alors, il y a aussi les compétences. Il faut voir comment on partage les compétences entre partis et puis entre francophones et néerlandophones. C'est assez compliqué à Bruxelles. Et ça, c'est assez compliqué. C'est là où, généralement, on crée beaucoup de confusion. Je l'ai dit. Si on veut vraiment être partout, essayer d'influer et mettre sa marque partout politique, là, on risque de détricoter des ensembles cohérents en termes de mobilité, en termes d'environnement, en termes d'aménagement du territoire ou en termes d'emploi, économie et formation. Ça, c'est le risque et ça, c'est évidemment le mauvais côté du politique qui, finalement, pour des raisons d'influence partisane, cherche à détricoter les politiques, pas dans le sens positif. Et c'est pas spécialement un parti qui a plus l'habitude de cela, ça se retrouve un peu chez tout le monde, c'est un peu humain, c'est ça? Ouais, c'est la volonté de dire je veux être un peu partout, je veux que ma marque soit présente partout, je veux qu'on m'identifie un peu partout. C'est une erreur. Vous savez, moi je crois que c'est l'image globale d'un gouvernement. Lorsqu'un gouvernement fonctionne bien, et le précédent gouvernement a bien fonctionné, on le voit d'ailleurs, 2 composantes francophones sur 3 se retrouvent aujourd'hui dans la majorité. Ça montre bien qu'il y a globalement une image positive. Quand je dis globalement, ça ne veut pas dire totalement. Ça veut dire que globalement, très majoritairement, il y a une vision positive du travail. Les négociateurs doivent se dire qu'est-ce que je peux faire pour que l'image globale soit la meilleure. Et c'est toujours profitable aux partis qui constituent la majorité. Vous me direz, pourquoi avec le CDH? Le CDH, ils ont commis des erreurs de parcours en faisant des jeux. Ils ont choisi l'opposition. Ils ont choisi... Non, mais ils ont fait des jeux politiques durant la précédente majorité, et c'est probablement ce qui leur a été fatal. Si le CDH avait joué corps, avait joué la globalité, l'équipe, probablement que le CDH et nous-mêmes, nous serions, et le PS, nous serions toujours à la table de négociation. Alors, on parle aussi beaucoup de casting. À quel moment on discute vraiment de qui va être ministre, qui va être secrétaire d'État? Généralement, le casting est le reflet des négociateurs. C'est normal. Ceux qui négocient quelque chose doivent endosser ce qu'ils ont négocié. Ça paraît tout à fait légitime. Donc c'est là où on voit le casting. Et parfois, il peut y avoir... Il peut y avoir des surprises quand même. Il peut y avoir des surprises, mais à la marche. Donc par exemple, dans le cas de Défi, Bernard Clerfailly doit être le ministre des Finances. Bernard me semble avoir bien négocié à ce stade l'ensemble des débats avec Olivier Mainguin. Et donc il me paraît être le plus légitime. Sauf si lui, à titre personnel, le refuse. Mais ça devient alors un choix personnel. Alors après, il y aura l'approbation par les différentes instances, pour certains partis des conseils fédéraux, pour d'autres des bureaux. C'est quelque chose qui se fait de manière tout à fait naturelle. Le négociateur est toujours en ligne avec le reste des responsables du parti? Non, non. Dans des partis comme chez nous, il va y avoir des nuances, il va y avoir sans doute des oppositions, on va trouver sans doute que certaines concessions ont été trop importantes. Tout ça est légitime. Et donc il va y avoir des débats démocratiques, mais il est normal que le président et le négociateur principal présentent le résultat de leurs négociations devant le parti. Et qu'il les assume. Mais généralement, c'est très rare qu'il y a eu, je dirais, une non-confiance. C'est plutôt du côté des colos parfois qu'on a peur de cela. Oui, parce qu'il y a une plus grande distance entre l'appareil et les militants. Alors il y aura après, pour Rudy Verwoerd, qui sera donc normalement le ministre-président, une prestation de serment devant le roi. Par contre, les autres ministres, secrétaires d'État, ils ne passent pas chez le roi. Non, c'est devant l'Assemblée. C'est devant l'Assemblée, c'est-à-dire probablement jeudi matin. Oui. Et alors après cela, il y a présentation de la déclaration gouvernementale,
débat et vote. Donc jusqu'à samedi, le Parlement sera occupé à parler de cette déclaration gouvernementale. Il sera là, mais le gouvernement sera en place dès jeudi. Et donc, dès jeudi, la passation de témoins pourra se faire. Donc, pour ce qui me concerne, mon rôle s'arrêtera jeudi matin. Alors, justement, vous serez en congé peut-être à partir de jeudi. Alors, la question, c'est qu'est-ce que vous allez devenir, Didier Gauzoin? Je vous fais 3 propositions. Vous allez me dire s'il y en a une qui correspond à ce que vous allez faire. Je vais m'occuper de mon potager. Ou, deuxième proposition, je vais prendre le temps de m'occuper de moi et de ma famille. Ou, troisièmement, je vais suivre mes successeurs de près. Une quatrième, je vais redevenir automatiquement bourgmestre d'Oderghem. Et comme je l'ai dit, je vais continuer la politique, mais autrement, parce que j'ai fait beaucoup de politique active, je dirais à court terme, et je veux maintenant réfléchir à long terme, parce que je suis relativement inquiet de l'évolution de nos sociétés par rapport à une série d'enjeux, et je ne crois pas aujourd'hui que les partis politiques, dans leur gestion nécessaire à court terme, soient capables de répondre aux défis et aux menaces qui gangrènent notre démocratie, notre système politique, socio-économique. Et donc, je voudrais porter ma réflexion, ma petite pierre à ce débat. Ouais. Et vous irez jusqu'au bout de la législature à Oderghem? Non. Vous passerez la main. J'ai mis en place mon successeur à la région, j'ai passé le témoin à Christophe Magdalène, je ferai la même chose à la région bruxelloise, où je passerai les mains à la commune, et je passerai le témoin à Sophie De Vos. Merci Didier Gauzoin, on se retrouve demain avec un autre invité. D'ici là, bonne soirée à tous.